Bonsoir à tous, bienvenue dans 50 degrés Nord. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir Bruno Coppens. Bonsoir. Nous sommes toujours et jusqu'à vendredi au Théâtre Royal de la Monnaie pour cette première semaine de rentrée. Nous allons recevoir tout à l'heure Sam Garbarski, on parlera de cinéma avec ce cinéaste pour la sortie de son 4e long métrage Vijay and I qui sort demain. Nous parlerons aussi du service éducatif du Théâtre Royal de la Monnaie, un département très important dont nous parlerons avec Anne-Sophie Noël. Mais commençons tout de suite avec de la littérature, c'est la rentrée littéraire bien entendu, et parmi les écrivains qui font l'événement, il y a Éric Emmanuel Schmitt. Il est écrivain, dramaturge, cinéaste, on lui doit des romans comme La part de l'autre, La femme au miroir. Au théâtre, c'est Monsieur Ibrahim, c'est Oscar et la Dame Rose, c'est La tectonique des sentiments. Son dernier roman de la rentrée, c'est Les perroquets de la place d'Arezzo. C'est aussi une rentrée de bande dessinée pour Éric Emmanuel Schmitt. Bonsoir Éric Emmanuel, première bande dessinée en tant que scénariste sur des dessins de l'excellent Jean-Henri, Les aventures de Poussin Ier. Mais d'abord une petite question sur ce lieu chargé de musique que vous aimez. Dans quelques jours, quelques semaines, ce sera la rentrée de l'opéra avec Mozart, avec la Clémence de Titus. On en parlera longuement cette semaine. Mozart, c'est... Moi, Mozart, c'est Mozart le matin, Mozart le midi, Mozart le soir. Ouais. C'est pas un musicien, c'est un régime. Je ne peux pas me passer de musique, mais particulièrement de celle de Mozart. C'est un lieu que vous connaissez, le Théâtre de la Monnaie ? Oui, bien sûr, oui. Parce que c'est un opéra qui a vraiment une singularité, c'est-à-dire qui présente vraiment des œuvres qu'on n'entend pas forcément, à la différence de l'Opéra Bastille à Paris, qui joue plutôt la carte populaire, de qualité, mais populaire. Ici, il y a un peu plus de recherche, donc c'est bien d'équilibrer le fait d'aller voir Carmen à Paris, même si l'année dernière c'était nul, et puis de venir voir d'autres choses ici. Il est question de Mozart, alors il n'est pas question que de ça évidemment, dans votre dernier roman, il y a une petite référence à Così fan tutte. Oui, mais... Vous verrez, en plus, en fait, je viens d'écrire un livret d'opéra qui s'appelle Così fanciulli, qui est Così fan tutte 10 ans avant. Alors, Les perroquets de la place d'Arezzo, votre dernier roman, une somme, 700 pages, chez Albin Michel, parce qu'il y a beaucoup de personnages. Mais oui. La place d'Arezzo est très occupée. Alors, c'est une place qui existe, à Bruxelles, à Uccle. Ah oui, en France et en Suisse, d'où je viens, on n'arrive pas à croire que ça existe vraiment. Ouais. C'est-à-dire une place d'une ville d'Europe du Nord, ronde, avec... à la bande-son, les tropiques, l'Amazone, la sauvagerie. Et en fait, quand je suis allé sur cette place pour la première fois, je me suis dit, voilà, mon roman sur la sexualité, je le mettrai là. Parce qu'au fond, il y a l'apparence convenable des maisons, comme nous sommes d'apparence convenable. En tout cas, moi, plus que vous. Et en même temps, dessous, il y a des pulsions, il y a des désirs, il y a des cris, exactement comme la jungle des perroquets au milieu de la place d'Arezzo. Il y a beaucoup de personnages qui vivent autour de cette place d'Arezzo et qui vont recevoir... de la part d'un gentil corbeau, ce petit message anonyme, ce mot, simplement pour te signaler que je t'aime, signé tu sais qui. Voilà. Tout le monde va recevoir, quasiment tous les personnages vont recevoir ce petit mot qui va transformer leur histoire. Et ça nous permet aussi d'entrer dans leur histoire. C'est comme si vous faisiez une sorte d'inventaire presque encyclopédique de la relation amoureuse et sexuelle. Oui, il y a tous les cas de figure. C'est une petite encyclopédie romanesque, effectivement, des façons de s'aimer ou de mal s'aimer, de ne pas aimer. Et une espèce aussi à tous les âges. Petite encyclopédie aussi, voilà, des relations amoureuses, avec un regard totalement bienveillant. Dès qu'il s'agit des histoires de peau, rien n'est interdit, si ce n'est ce qui met sa santé ou la santé de l'autre en danger. Ouais, toutes les histoires sont singulières. Pourquoi parler d'amour aujourd'hui ? Parce qu'on n'en parle pas assez dans les médias, dans les romans. Je voulais en parler à ma façon, c'est-à-dire montrer en fait comment c'est difficile parfois d'accompagner l'amour de sexualité, parce que dans ce livre en fait, il n'y a pas seulement différentes sexualités, il y a une analyse à travers des personnages bien sûr et des histoires romanesques du fait que la sexualité n'est pas toujours favorable à l'amour. Parfois la sexualité, le désir et la manière d'arriver à l'amour, c'est la première étape, mais parfois la sexualité est un mur qui empêche d'arriver à l'amour, parce que la sexualité est égoïste, c'est la recherche du plaisir. Donc on peut en rester à soi et pas aller jusqu'à l'autre. Et puis il y a aussi des gens qui aiment sans sexualité, qui n'ont pas besoin de ça. Bruno Coppens, c'est une question. C'est pas une question, mais moi, votre livre m'a fait penser à une sorte de grand carrousel.
Oui. L'axe, c'est l'arbre du milieu avec les perroquets. Et tous les sièges sont tous ces couples qui, chapitre en chapitre... Alors au début, c'est un peu grisant parce qu'il y a tellement de personnages, on veut les retrouver au fur et à mesure. Et finalement, moi, je trouve qu'il y a une sorte d'abandon qui se fait quand, à un moment donné, dans le livre, vous dites, finalement, le bonheur, chacun sa définition propre, et il n'y a pas une définition. Donc, on ne doit pas tous arriver à un résultat précis. Exactement. Moi, je pense que j'ai fait court, contraire... Il n'y a pas un tome 2. 730 pages pour ça, j'ai fait Il y aura court. le retour. Okay. Voilà, mais oui, effectivement, et je pense que ça pousse le lecteur à la fois à se reconnaître dans certains comportements amoureux, et en même temps à s'approcher au plus intime de l'intime de comportements amoureux qui ne sont pas du tout celui du lecteur ou de la lectrice. Mais moi, ce qui m'a d'abord intéressé, je dois avouer, c'est la lettre. Ouais. Cette bête petite phrase, je voulais simplement te dire que je t'aime, signé tu sais qui, et à la fin de chaque chapitre, au début du bouquin, chacun reçoit cette lettre et on voit la réaction de chaque personnage. Et chacun réagit différemment. Ah oui. Il y en a qui sont surexcités, il y en a qui se disent « Ah, mais c'est qui l'a écrit ?» Il y en a une qui dit « Ah non, plus jamais je veux être amoureuse. » Ça vous est déjà arrivé, ce genre de choses, d'avoir une déclaration anonyme? Puis certains croient aussi que c'est une pub, certains ne veulent pas entendre parler d'amour. Oui, et la suite, oui, c'est ça. Moi, oui, j'ai tout reçu. J'ai reçu à la fois des lettres d'amour par recommandé avec accusé de réception. Ça, c'est pas mal, ça. Ouais. Quand j'étais professeur de philosophie à l'université, c'était 2 élèves. En plus, la lettre était signée de 2 jeunes filles qui voulaient être sûres que je l'avais lue. Bah oui, là, moi, j'étais assez content finalement parce que je croyais que c'était les impôts qui m'envoyaient un recommandé. Et puis non, c'était une lettre d'amour. Et puis autrement, oui, je reçois des messages, merveilleux et parfois pas signés. Et je crois que c'est ceux que je préfère parce que c'est du pur amour. Parce qu'il n'y a pas de demande en retour, il n'y a rien d'intéressé. Et ça me bouleverse beaucoup. Alors, il y a un des personnages de votre roman qui fait penser à Dominique Strauss-Kahn, puisque c'est un politique, c'est un économiste qui est sex-addict et qui va susciter le scandale alors qu'il est sur le point de devenir le Premier ministre d'un pays, la petite Belgique, qui est bien en crise. Et à la fin du bouquin, vous ne prenez pas sa défense, mais vous prenez en tout cas la défense de l'économiste et du politique dont on a finalement, à cause de cette affaire, complètement brisé la carrière. Oui, c'est-à-dire que tout d'un coup, on se demande s'il est compétent simplement parce que ses mœurs sortent du cadre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens extrêmement qui ont des mœurs tout à fait chastes et qui sont des abrutis. Ouais. En même temps, il aurait eu du mal à continuer son travail à la tête du FMI, par exemple, ou il aurait eu du mal à se présenter aux élections. Moi, j'essaye pas ni de réhabiliter, ni de... Je nous analyse, nous, en face d'un phénomène pareil. Ouais. Mais vous allez très loin, parce que vous dites, messieurs les censeurs, votre attitude nous renvoie au pire temps de l'histoire, celle où les nazis condamnaient la musique des compositeurs parce qu'ils étaient juifs. Oui, alors ça, c'est sa défense à lui, c'est pas moi qui l'écris, c'est mon personnage qui se défend comme ça. Enfin, c'est vous qui l'avez écrit quand même. Oui, mais parce que je pense que dessous, il y a une idée qui me tient totalement à cœur, c'est on ne peut pas réduire un homme à un seul de ses actes. Par exemple, l'histoire de Bertrand Cantat. J'étais au Canada quand il devait aller jouer au Canada et participer à un spectacle. Et les féministes américaines voulaient lui refuser l'accès au sol. Et d'ailleurs, on lui a même pas permis d'arriver là-bas. Moi, pourtant, je suis féministe parce que c'est l'égalité des droits, c'est une chose essentielle pour moi. Mais là, je me suis vraiment opposé à elle puisque j'étais dans les médias à ce moment-là, en disant vous ne pouvez pas réduire un homme à un seul de ses actes. Cet acte, c'est un acte monstrueux. C'est impardonnable sans doute pour les parents, mais la justice a fait son travail et il est plus que ça. Donc c'est toujours la question du pardon. Ouais. Les gens qui ne pardonnent pas réduisent un être à une seule de ses fautes. Qui va sortir un album dans les semaines qui viennent et on en reparlera. Un mot quand même aussi parce que c'est une rentrée très volatile chez vous. Il y a les perroquets d'un côté, il y a Poussin Premier de l'autre, tome 1. Alors voilà, vous l'avez entre les mains, Bruno. C'est aux éditions Dupuis, des dessins de Jean-Henri qui sont savoureux. On connaît bien sûr Jean-Henri avec le petit Spirou entre autres. Merci, le découpage c'est moi. Non mais c'est vrai. Présentez-nous un peu ce personnage. Parce qu'il m'a bisuté, il fallait que je découpe et que je dessine. Enfin, heureusement que Dessiner ?
Heureusement que c'est ses dessins à l'arrivée. Non, mais moi, il me forçait à envoyer les planches, découper, dessiner. Un jour, si vous voulez faire le musée de ma honte, on mettra les dessins, les miens, et puis en retour, les dessins de Jean-Henri. C'est un peu vous, Poussin Premier? Jean-Henri, l'autre jour, m'a dit qu'il s'était inspiré de certaines de mes grimaces pour faire Poussin. C'est un Poussin philosophe, c'est un Poussin qui se demande qui de l'œuf ou de la poule. Voilà, qui ne s'est pas posé cette question-là? C'est-à-dire, effectivement, c'est un nouveau-né, c'est le propre du Poussin. Il arrive au monde, mais il est doté de la parole et de l'intelligence, et il se pose des questions. D'où je vais. Il se souvient pas d'avoir habité un œuf. Et puis quand il voit que l'œuf sort du cul de la poule, il se dit non, moi je sors pas du cul d'une poule. Enfin, il est un peu prétentieux et très content de lui-même, pense qu'à bouffer. Et surtout, il n'a pas de conscience morale parce qu'il n'a pas encore intégré les impératifs de la basse-cour. Donc c'est un moi sans surmoi. C'est votre part d'enfance. Qui ne s'est pas demandé ça. C'est la part d'enfance, mais je la cultive, comme vous le savez. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout régressif, mais je pense qu'il y a quelque chose de merveilleux. Il y a des vertus de l'enfance qu'il faut garder dans la vie adulte. La faculté de s'étonner, la faculté de s'émerveiller, et aussi l'humilité de savoir qu'on ne sait pas. J'ai poussé là-dedans autant que je lisais. Je lisais autant de bande dessinée que je lisais de romans. Et puis, je m'étais éloigné de la bande dessinée pendant la période du roman graphique. Et là, voilà, j'écrivais pour mes intimes, pour la famille, pour les enfants, des histoires, des petits contes sur un poussin qui découvrait la vie, qui posait les bonnes questions, mais comme il résonne comme un tambour, il conclut toujours faux. Et à chaque fois, il me disait, tu devrais les publier. Et je disais, non, il manque un truc. Et un jour, j'ai compris que c'était le dessin qui manquait. Donc, j'ai rencontré les gens de Dupuis, je leur ai raconté, ça les a fait beaucoup rire. Et ils m'ont amené 40 albums avec 40 dessinateurs différents, et j'ai pas hésité une seconde, j'ai désigné le petit Spirou, Jean-Henri. C'est un très bon choix. Voilà, et il a dit oui. Mais il a beaucoup travaillé parce qu'il se sentait pas du tout dessinateur animalier. Voilà, Poussin premier d'un côté, et puis les perroquets de la place d'Arezzo de l'autre. Et puis, du côté de Gand, et là je me tourne vers vous, cher Jean-Marie, il y a Jordan Wolfson. On va parler d'art contemporain. Oui, et puis on va parler aussi de choses qui devraient vous intéresser. Ça vaudrait la peine que vous alliez au SMAC de Gand voir cette expo de Jordan Wolfson, on y arrivera. C'est un monsieur, voilà, un peu inclassable, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, à première vue, pour faire simple, ce monsieur fait des petits films. Il fait des petits films avec des personnages style dessin animé, même style Walt Disney de la grande époque, disons. Par exemple, dans l'expo ici, il y a un de ces dessins animés qui s'appelle Con Leche, donc avec du lait. Et ce sont des bouteilles qui ressemblent très fort à une célèbre bouteille de cola, mais elles sont pleines de lait, ces bouteilles. Et elles marchent en groupe, pas au pas de loi, mais on n'est pas loin quand même, à travers les rues d'une ville qui, elle, c'est la ville de Détroit, les quartiers les plus pauvres de Détroit. Et ces bouteilles de lait traversent la ville comme ça, au pas militaire. Et évidemment, à chaque pas, comme elles n'ont pas de capsule, hop, il y a un petit peu de lait qui fout le camp. Mais en même temps, elles sont toujours pleines. Oui. Alors vous regardez ça, vous dites, mais qu'est-ce qu'il veut me dire ? De quoi il veut me parler ? Il veut me parler de la pauvreté, du fait qu'on gaspille, ou d'un nouvel ordre mondial, etc. Et bien justement, la force de Wolfson, quelque part, c'est de refuser absolument de nous dire de quoi il veut nous parler. C'est à nous de nous débrouiller avec ça. Et pour ça, il brouille toutes les pistes. Dans tous ses films, il mélange tous les genres. Il faut quand même signaler, et ça je le signale aussi à Brûle Coppen, c'est de la vidéo, mais c'est pas dans un cinéma, c'est dans un musée, c'est au SMAC. C'est donc de la vidéo, mais exposée. Dans une sorte de mini-labyrinthe, en plus, qui ressemble assez à l'univers de Wolfson, parce qu'effectivement, on s'y paume tout le temps. Parce qu'il y a plein de trucs qui arrivent. Il y a de l'animation à l'ancienne, puis il y a de l'animation 3D qui vient se mélanger avec ça, des images réelles. L'auteur lui-même qui intervient dans ses dessins animés à certains moments, soit pour intimer à ses personnages de faire des choses, soit pour parler de tout à fait autre chose. Des images de pub, des images de manga pornographiques japonais. Enfin, tout ça se mélange dans un truc complètement fou. Vous allez sur notre site pour en savoir plus sur toutes les informations pratiques. C'est jusqu'au 5 janvier prochain. Ça s'appelle donc Ecce Homo, le poseur. Voilà. Et c'est Jordan Wolfson. Merci beaucoup à vous, Éric Emmanuel Schmitt, d'avoir presque démarré cette 8e saison avec nous. Je le rappelle donc, les perroquets de la place d'Arezzo d'un côté, et puis les aventures de Poussin Premier qui vient de naître. C'est chez Dupuis. Merci beaucoup. Bonne rentrée nous allons continuer. Merci. Nous allons continuer à présent avec